Alors, nous allons poursuivre avec l'appareil génital et nous allons voir voyez-vous cette image? C'est un gros fibrome. Un gros fibrome. Alors, les fibromes peuvent avoir plusieurs noms. On connaît surtout le nom de fibrome, mais on peut parler aussi de myome ou de fibromiome. Hein, bon, peu importe. Un fibrome, c'est une tumeur. Sachez que c'est une tumeur, mais c'est une tumeur qui est bénigne. D'accord? Et elle va toucher le muscle utérin. Les fibromes, ce sont des tumeurs qui apparaissent généralement chez les femmes après 30 ans. Hein. Ce sont des femmes qui sont en période d'activité génitale. La taille du fibrome peut être de la taille d'un petit pois comme de la taille d'un pamplemousse. Donc imaginez un pamplemousse. OK? Ce sont des tumeurs, comme je vous disais, qui sont des tumeurs bénignes et elles correspondent à une prolifération dégénérative, donc une prolifération défectueuse des éléments fibreux et des tissus musculaires qui se trouvent au niveau de l'utérus. Et cette prolifération défectueuse va entraîner une disposition en tourbillon. Hein, les cellules vont s'associer, vont s'enchevêtrer, et cela va prendre des proportions variées. Donc, petit pois ou pamplemousse, jusqu'à pamplemousse. La majorité des fibromes sont intramuraux. Je vais vous montrer sur une image tout à l'heure ce que ça signifie et où ça se situe. Intramuraux, ça signifie que la tumeur bénigne va se former à l'intérieur du muscle utérin et cela va aboutir à la formation d'une petite bosse au niveau de la paroi de l'utérus. Donc, c'est le plus souvent des fibromes intramuraux. Plus rarement, on a des fibromes qui peuvent apparaître à l'extérieur de l'utérus. Ce sont des fibromes qu'on dit sous-séreux. Hein? Ils vont croître à l'extérieur de l'utérus et parfois, ils vont être rattachés à un petit fil, un filament, enfin un fil, qu'on appelle un pédicule. Donc ici, vous avez un fibrome sous-séreux qui est à l'extérieur de l'utérus. Et ici, vous avez un autre fibrome sous-séreux, mais cette fois avec un pédicule. Ici, vous avez un fibrome intramural, donc il est vraiment dans la paroi de l'utérus. Et plus exceptionnellement, vous avez des fibromes sous-muqueux, et les fibromes sous-muqueux, ils apparaissent carrément dans la cavité utérine et ils grossissent à l'intérieur de cette cavité utérine. Ces fibromes, qui sont sous-muqueux, produisent des saignements très abondants. Alors ici, vous avez un fibrome sous-muqueux qui est à l'intérieur de la cavité utérine et vous avez encore ici un autre fibrome sous-muqueux dans la cavité de l'utérus, mais cette fois, il est pédiculé. D'accord? Donc, 3 sortes de fibromes. Le plus souvent, ils apparaissent à l'intérieur du muscle utérin et les 2 autres cas sont plus exceptionnels. Alors, les fibromes, ce sont des tumeurs bénignes qui sont hormonodépendantes. Ça veut dire que ce sont des tumeurs bénignes qui vont dépendre de la production d'hormones, spécifiquement l'oestrogène.
on a constaté que les femmes blanches sont touchées entre 20 et 40%, alors que les femmes noires sont touchées pratiquement à 50%, et chez les femmes noires, le fibrome a une croissance beaucoup plus rapide. 20% des femmes de plus de 30 ans et 40% des femmes de plus de 50 ans sont porteuses et peuvent être porteuses d'un fibrome. Cette pathologie réapparaît au-delà de 50 ans. Pourquoi? Parce que maintenant, les femmes, elles prennent un traitement, quand elles sont ménopausées, un traitement hormonal de substitution, un traitement hormonal de substitution, et comme elles reçoivent encore des hormones, après leur ménopause, elles peuvent déclencher un fibrome parce que le fibrome est une tumeur qui se déclenche sous l'action des hormones. Et bien évidemment, il y a un caractère génétique. Chez les femmes qui ont des mères qui ont développé des fibromes, des mères ou des tantes, on peut voir apparaître aussi des fibromes. Mais quand j'ai parlé des blanches et des noirs, c'est ethnique. Ça va, Christian? Ça répond à ta question ou pas? OK. Alors, quels sont les... Vous connaissez des symptômes de fibrome? Vous connaissez? Saignement, douleur, constipation, indigestion, maux de dos, envie d'uriner, anémie. Non, symptômes. Symptômes, c'est ce que tu ressens tout de suite dans ton corps. Infertilité, ballonnement, ça peut? Oui, je ne sais pas. Alors, sachez qu'au départ, lorsque le fibrome il est encore petit, comme le petit pois, peut-être qu'il n'y a pas de symptômes, c'est muet, d'accord? On ne ressent pas. Mais sinon, alors, on va avoir des saignements entre les règles. Ce sont des métrorragies. Les saignements lors des menstruations seront beaucoup plus abondantes. On parle alors de ménorragie. On aura une sensation de froid et des douleurs au niveau abdominal, d'accord, comme vous l'avez dit. L'envie fréquente d'uriner, aussi, comme vous l'avez dit. Une sensation de masse dans le ventre. Des problèmes de constipation, et aussi on peut voir apparaître des douleurs lors des rapports sexuels. Vous allez m'expliquer pourquoi est-ce qu'on voit apparaître une constipation? Pourquoi la constipation? Harold? Parce que? Comment? Ça appuie. L'envie fréquente d'uriner, pareil, d'accord, ok, très bien. Alors, quand on parle de fibrome, on doit penser à quel organe? L'utérus. L'utérus fait partie de quel système? Quel appareil? L'appareil génital féminin. Oui, parce que l'utérus, c'est féminin. Alors bon, j'ai un schéma, il n'est pas extra, mais bon, je vous l'ai mis quand même. On fait une révision de l'appareil génital féminin. Donc, vous avez ici l'utérus. Ensuite, vous avez ici les ovaires qui sont reliés à la trompe de Fallope, ici. D'accord? Ensuite, vous avez le col de l'utérus qui aboutit dans le vagin. Donc, l'utérus est un organe
qui appartient à l'appareil génital et c'est un organe interne. Vous le voyez encore mieux ici. Et surtout, on voit que l'utérus a un corps, le corps de l'utérus, et ce corps de l'utérus, et même le corps de l'utérus, on voit bien que c'est un muscle qui a quand même une épaisseur au niveau de l'utérus. Juste pour vous dire, c'est un organe qui mesure à peu près 6 cm de long et 4 cm de large. Mais il a 2 cm d'épaisseur chez la nullipare. La nullipare, c'est la femme qui n'a jamais procréé et accouché. D'accord ? Par contre, chez la multipare, celle qui a déjà procréé, qui a déjà accouché, l'utérus change de volume et donc passe à 8 cm de long, 5 cm de large, et au niveau de l'épaisseur, on peut avoir 3 cm. Bien évidemment, lorsque l'utérus est gravide, c'est-à-dire que l'utérus reçoit le bébé, hein, il peut passer à 35 cm, se dilate, oui, il grossit, enfin, il ne se dilate pas, il grossit vraiment, voilà, pour recevoir le bébé. L'utérus est situé entre la vessie et le rectum, donc on comprend bien, vu son positionnement, quand il y a ces fameux fibromes qui apparaissent, cela va appuyer soit sur la vessie, soit sur le rectum. Comme vous le voyez, c'est aussi un organe qui est en forme de poire, mais de poire inversée. Voilà, je vous dis tout ça ici. L'utérus est aussi divisé en 3 parties, comme je vous l'ai dit. Vous avez donc le corps de l'utérus, ici. Vous avez ici l'isthme utérin qui va correspondre à un rétrécissement, c'est le rétrécissement qui est ici, et au bout ici, la partie qui est en lien et qui arrive dans le vagin s'appelle le col de l'utérus. Et le plus souvent, les fibromes vont se former surtout au niveau du corps de l'utérus. D'accord ? C'est un organe qui est creux. Bien évidemment, il est creux parce qu'il doit recevoir le fœtus, l'embryon, donc il est creux, il faut qu'il y ait de la place. Et cet organe est constitué, la couche, c'est un muscle, et ce muscle est constitué de 3 couches, dont la couche la plus interne s'appelle l'endomètre. L'endomètre, c'est le site d'implantation de l'ovule fécondé. Et cet endomètre, il va subir plusieurs modifications morphologiques et fonctionnelles en fonction de la sécrétion des hormones sexuelles. Et lorsqu'il y a une absence d'imprégnation hormonale, avant la puberté et après la ménopause, le tissu est donc inactif, il est au repos. Par contre, lorsque nous sommes en période d'activité génitale, l'utérus va toujours se préparer pour l'implantation d'un ovule qui sera fécondé. À chaque cycle, c'est toujours la même chose. À chaque cycle, l'endomètre se prépare à recevoir un ovule fécondé. Et s'il n'y a pas eu d'ovule fécondé, la muqueuse de l'endomètre va se desquamer, cela va se défaire. C'est ce qu'on appellera alors les règles. D'accord ? Alors, dans le cas comment ça s'appelle ? Du fibrome, qu'est-ce qui se passe ?
qu'est-ce qui se passe en fait dans le cas du fibrome? Eh bien, pourquoi est-ce que le fibrome apparaît déjà? Rappelez-vous du premier coup qu'on a eu sur la cellule. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu multiplication cellulaire, parce que les cellules au niveau de l'endomètre doivent se multiplier et se régénérer tous les mois, tout le temps. Hein? Mais là, lors de la multiplication cellulaire, les cellules musculaires de l'utérus, eh bien, pour cette multiplication, il y a eu une anomalie génétique. Si bien que lors de cette anomalie génétique, sous l'influence des oestrogènes et de la progestérone, les hormones sexuelles, il y a eu une malformation de la formation de ces cellules, ce qui aura donné naissance à ces fameux fibromes. La raison pour laquelle le fibrome apparaît, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a ces anomalies. Alors, on commence à trouver peut-être des causes, mais c'est surtout d'origine familiale, donc ethnique, génétique. Ouais, on voit encore le facteur génétique. Comment l'alimentation, le style de vie influerait. Moi, je n'ai pas trouvé, peut-être qu'Alison en parlera plus tard, mais c'est surtout l'aspect génétique qui surviendrait. Après, le style de vie, comme on voit que le style de vie influe sur l'expression ou la non-expression d'un gène, donc on peut comprendre que cela va influer pour la formation ou pas d'un fibrome. Mais on n'a pas encore trouvé plus de détails sur ce point. Quels sont les effets indésirables provoqués par un fibrome? Voilà. Christian attendait ça depuis longtemps. L'anémie. Quoi encore? La fatigue. Là? Oui, c'est un symptôme, oui. Mais qu'est-ce que ça cause en fait? L'infertilité, pourquoi? Voilà. Voilà. En fonction de la localisation du fibrome, il peut avoir un problème d'infertilité parce que l'ovule fécondé ne peut pas évoluer comme il faudrait dans la cavité utérine. Oui, oui, tout à fait. Et tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que ça dépend de où c'est placé. Tu vois? Oui. Mm-hmm. Oui. Oui, parce qu'on parle parfois d'utérus fibromateux. Ce sont des utérus qui ont tendance à fabriquer des fibromes. Et donc, pour éviter que ça ne se produise à chaque fois, parce que le danger du fibrome, c'est que, déjà, c'est rare, hein? En général, les fibromes, c'est rare qu'un fibrome dégénère en cancer, mais c'est surtout le problème de l'hémorragie. En fait, c'est ça le gros risque du fibrome, c'est qu'il y ait vraiment un problème d'hémorragie. Il y a quelqu'un qui parle quelque part en même temps. Ouais, vas-y. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'était dans la cavité utérine? Je ne pense pas que c'était... Voilà. Mais il a fallu quelques années après, à l'âge de 43 ans, tout en c'est à ce moment-là que j'ai commencé à souffrir au niveau du ventre. Et là, on a tout enlevé. Voilà, parce que peut-être que la taille a augmenté et le fait que ce soit mural, il y avait des risques de compression des autres organes.
tu vois. Et même en fonction de la localisation du fibrome, l'hémorragie peut se produire dans la cavité utérine, mais elle peut se produire à l'extérieur, parce que vous avez vu qu'il y a des fibromes qui sont sous-séreux et ils se trouvent à l'extérieur de la cavité utérine. C'est un gros risque, ça. D'accord? Urgence. Mais justement, parce que ça peut, parce que le saignement tu vas avoir des saignements qui vont impacter les autres organes et tu peux pas laisser stagner du sang au niveau entre les organes. T'as dit quoi? Oui, surtout quand c'est à l'extérieur. Alors, on a dit que c'est l'anémie, problème de fertilité. Il arrive que le fibrome régresse naturellement à la ménopause parce qu'il n'y a plus de sécrétion d'hormones. Il arrive aussi que... oui, voilà. Parce qu'il n'y a plus d'hormones. OK. Ça varie, ça fluctue. Ça peut évoluer dans l'autre sens. Non, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Rolf, tu voulais dire quelque chose? Parle fort, hein? T'as dit quoi? De qui? Mais non. Non, parce que si, effectivement, comme dit, tu as accouché comment? Oui. Mais non, la césarienne, oui, ça dépend de la localisation du fibrome. Enfin, moi, je ne sais pas, hein, parce que je ne suis pas le médecin, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait. Ça va dépendre de la localisation, et puis... Oui, mais peu importe, mais... Voilà, oui, mais il avait accès, mais c'était peut-être pas le moment. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ta question, je préfère pas répondre. Ouais. Non, je ne sais pas. OK? OK. Mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Si vous n'avez pas de questions, alors cet après-midi, normalement, on va voir la prise en charge du fibrome avec Alison. Mais justement, c'est Alison qui va te présenter ça cet après-midi. Comme ça, tu sauras et tu pourras l'appliquer, enfin pas toi, mais tu pourras conseiller à une sœur. Chut, attends, il y a Sylvia. Attends, elle a dit. Non. Ah non, ils ne sont pas tous là, les symptômes, parce que toujours, ça va dépendre de la localisation du fibrome. Et puis, il y a la sœur qui te disait qu'elle n'a eu aucun symptôme. Voilà. Si il y a une envie fréquente d'uriner, imagine, il y a une envie fréquente d'uriner. Dans la famille, il y a eu des cas de fibrome. Il faut peut-être y penser et demander au médecin d'investiguer dans ce sens-là. Voilà. Mais, vous savez, quand vous avez un symptôme, il faut le prendre vraiment aussi dans son contexte. Parce qu'un symptôme, un seul, ça ne veut rien dire, en fait. C'est vraiment dans son contexte. Parce qu'une envie fréquente d'uriner, ça peut être lié à d'autres choses aussi. Rosette. Attends, oui. On parle de fibrome saignant, mais on parle aussi de fibrome sec. Mais tu l'as vu tout à l'heure. On a dit que le fibrome qui est dans la cavité utérine, c'est un fibrome qui peut provoquer des saignements. Tu vois? Alors que le fibrome, quand il est intramural, il ne va pas provoquer de saignement. Parce qu'il est hein?
Mais pendant les règles, tu saignes déjà. Enfin, la femme. Oui, tout à fait. Mais attends, regarde. On va regarder l'image. Si on le voit bien ici. Tout dépendra de la localisation du fibrome. Parce que lorsque il y a les règles, il y a une desquamation de l'endomètre. Mais ça va dépendre de la localisation du fibrome par rapport à l'endomètre. Alors, si c'est dans la partie qui est très proche de la cavité et qu'il y a une desquamation, ça va effectivement augmenter la quantité de sang qui sera éliminée. Mais si c'est vraiment plus à l'intérieur, ça ne va pas changer le volume des règles. À l'extérieur, pardon. Vous voyez, ça dépend vraiment, les symptômes vont vraiment dépendre de la localisation du fibrome. L'utérus? Alors, je vais répondre partiellement à cette question. Alors, la question, c'est, lorsque le fibrome il est intramural, est-ce qu'on est obligé d'enlever l'utérus? Parce qu'il y a un risque pour les autres organes de compression. Alors, pour répondre à cette question, moi, je dirais que dans la médecine traditionnelle, pour éviter tout risque, on préfère enlever. Hein? Bon. Non, ça va dépendre de l'âge de la patiente, bien évidemment. On va attendre que la personne ait la possibilité de procréer et ensuite on va enlever. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est d'enlever, c'est la chirurgie. Le plus, on propose toujours la chirurgie. Hein? Mais, étant donné que nous voulons nous soigner naturellement, justement, nous allons voir cet après-midi ce qu'elle va nous proposer. Mais il faut toujours mesurer bénéfice-risque. Quelle est l'urgence? Est-ce qu'il y a une urgence par rapport à mes organes vitaux, là? Ou alors, est-ce que le traitement naturel, même s'il va prendre, disons, 3 mois, 6 mois, mais il n'y a pas de risque. C'est exactement la même chose que l'hypertension. Quand il y a un risque, il ne faut pas se poser de questions parce que ça devient urgent. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas qu'on ait un problème de conscience par rapport à la médecine traditionnelle, parce que je ne veux pas qu'on ait dans l'esprit qu'il y a une opposition entre la médecine naturelle et la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est une médecine d'urgence. Mais la médecine naturelle, c'est une médecine de prévention. Comme Manuela disait, si nous avions respecté le mode de vie que Dieu nous avait donné dès le départ, nous n'aurions jamais connu de maladie. Mais comme nous n'avons pas respecté cela, pour diverses raisons, hein, je ne cherche pas à nous culpabiliser quoi que ce soit, hein, nous sommes juste dans la réalité de la vie. Hein. Et donc, du coup, la maladie, elle est là, et puis il y a des problèmes génétiques, donc vous voyez bien. Donc, quand il y a urgence, voilà, il faut faire attention. C'est ce que je dis. Attends, il y a Christian avant. Il y a Christian avant, j'ai dit. Oui, Christian, c'est toi? Oui. Naturelle? Non, elle fait. Oui, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on a tendance à opposer les deux médecines. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je veux aller, en fait, Christian. Et observe ma pensée. C'est-à-dire que, comme on ne veut pas du tout prendre la médecine naturelle, quel que soit le niveau du risque,
on ne veut pas quand même se tourner vers la médecine, quel que soit le risque de la pathologie qu'on a, comme on ne veut pas prendre le traitement chimique ou traditionnel, on ne veut pas du tout se tourner vers cette médecine-là. Mais cette médecine-là, c'est une médecine d'urgence. Tu vois? C'est une médecine d'urgence. Quelqu'un se casse un bras ou une jambe, tu ne vas pas lui dire « on va te faire un cataplasme ». Vous voyez ce que je veux dire? Il faut l'emmener chez le médecin. C'est là où je veux attirer notre attention. Il ne faut pas qu'on soit contre les médecins. C'est ça que je vais vous dire, en fait. Il ne faut pas qu'on soit contre cette médecine-là. C'est une médecine... C'est pas le fait d'être contre, mais quand ça dure, quand ça devient la chronicité, quand tu arrives chez quelqu'un à l'hôpital en urgence parce que tu as une jambe cassée, première question qu'on te pose, vous êtes sous quoi? Mais oui. Tu n'as pas un médicament à donner, les gens te regardent avec des grands yeux, ils font des tas d'analyses pour te trouver sous quoi ils peuvent te mettre. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais là où je veux qu'on soit prudent, je veux qu'on soit prudent et je veux qu'on soit réaliste. C'est là où je veux attirer votre attention. Parce que moi, je suis bien placée pour vous dire que, voilà, je suis plus pour la médecine naturelle, ça c'est clair. Mais je ne veux pas qu'on oppose ces deux médecines dans le sens où il y a des gens qui jettent tout de la médecine traditionnelle, c'est ça. Et ils prennent du temps à aller consulter un médecin et ils arrivent à prendre des risques pour leur santé. C'est là où je veux dire non. Tu ne dois pas prendre... Quand il y a une urgence, tu ne te poses pas de questions à prendre une infusion. Tu vas aux urgences. Quand il y a quelqu'un qui a 22 de tension, tu lui dis pas... Et puis, n'oubliez pas ça, mes frères et sœurs. Nous sommes en France. Faites ça peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas pour les autres pays. Moi, je vis en France. Et en France, permettez-moi de vous dire, ne prenez pas de risques avec les gens. Si vous avez quelqu'un qui a une tension 22, ne lui faites pas une petite tisane, voilà. Parce qu'après, ça va vous retourner sur le dos. Alors, après, c'est vrai, comme disait Manuela, on va vous dire que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas que je n'ai pas la foi. C'est que moi, je fais attention à la personne, parce que si la personne, elle meurt entre mes mains, moi, je n'ai pas de diplôme de naturopathe ni de missionnaire médical, ça n'existe pas en France, ce diplôme-là. Et quand tu arrives devant le médecin, eh bien, on te fait un procès, parce que tu n'as non-assistance à personne en danger. Mes amis, soyez vigilants. Pratique illégale de la médecine. Faites attention, Manuela. Peut-être que je comprends la pensée de Christian, je ne sais pas si tu la comprends. Moi, je fais une différence entre moi et l'autre. C'est-à-dire que sur moi, je suis adulte. Oui. Je peux faire mes choix. Voilà. Je peux choisir. Voilà. C'est bien. Et que Dieu me dit c'est ça. Voilà. Je peux choisir de ne pas prendre la médecine Voilà. traditionnelle, Voilà. mais j'adhère et j'accepte jusqu'à la mort. Tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est mon choix. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Non. Parce que pour vouloir aider quelqu'un, je me trouverai plus un problème. Ah, ben oui. Là, c'est mon corps, c'est mon être, je choisis ce que je fais de lui. Mais pour celui de l'autre, Tu peux pas. si il me supplie, Non. toutes les erreurs qu'il a faites, je ne peux pas le faire disparaître. Ce sont ses erreurs à lui. Et c'est à lui de faire son choix. Moi, ce que je vais lui dire, il y a une médecine, parce que trop souvent, c'est parce qu'elle a pris cette médecine qu'elle est dans son canal. Tu as une médecine. Continue avec cette médecine. En parallèle, on fait cela. Et moi, je dis, par contre, pour moi, par rapport à ma vision à moi, je ferai ce que je crois. Voilà. Oui, c'est un choix qui était personnel. Julia. Parle fort, Julia. Mais c'est ça. Non. Oui, oui. Oui, voilà. C'est dans ce sens que... Tu avais demandé? Rod, pardon, moi, je ne l'avais pas vu. Non. Non, le fibrome, il est utérin. Voilà, c'est vraiment l'utérus. Il n'y en a pas sur les
Non, c'est l'utérus. L'organe qui est concerné par le fibrome, c'est l'utérus. Frida. Alors justement, l'endométriose, c'est une maladie où il y a la muqueuse de l'utérus, la muqueuse de l'utérus va se localiser à l'extérieur de l'utérus. C'est une malformation, hein. C'est un problème génétique qui apparaît. Pourquoi? Je ne sais pas, on connaît pas, je ne pense pas qu'on connaisse la cause de l'endométriose. Et donc, du coup, ça peut provoquer, et donc ça fonctionne en fonction du cycle, puisque l'endomètre, c'est en fonction du cycle, la sécrétion des hormones, et donc, du coup, il y aura des saignements en dehors de l'utérus. C'est ça l'endométriose. Mais, oui, je voulais dire... Christiane, c'est bon, Christiane? C'est bon? OK. Non. Ça peut arriver qu'on ait malheureusement les deux. Nous sommes en retard d'1 minute. Julia me dit qu'il faut s'arrêter. Eh bien, on va se prosterner pour prier. Je vous remercie de votre participation. Éternel, c'est à tes pieds que nous nous prosternons ce matin pour te remettre nos vies et te demander de nous permettre d'être sages dans toutes nos décisions. Puisses-tu nous montrer comment continuer à nous montrer comment prendre soin de notre corps afin que nous soyons des témoins pour toi. Tu as vu qu'aujourd'hui, nous avons parlé du fibrome. Nombreuses sont les femmes qui souffrent de cette maladie. Nous te prions afin que nous puissions vraiment comprendre comment mettre en place des traitements naturels pour apporter un soulagement quand c'est possible, Seigneur. Et surtout, ce que je te réclame à nouveau, c'est que nous soyons sages dans la mise en place de ces traitements, que nous soyons vraiment attentifs à ce que tu nous montres et qu'à aucun moment nous puissions nous substituer à la conscience de quelqu'un d'autre, Seigneur, mais que nous puissions toujours laisser les autres prendre leurs décisions, Père. Parce que toi, tu es un Dieu de liberté, tu nous as donné à chacun le libre arbitre et tu attends de nous que nous puissions fonctionner de même avec ceux qui nous entourent, mais que chacun d'entre nous, nous ayons conscience de ce capital santé que tu nous as donné et que nous sachions en prendre soin. Père, veuille bénir ce petit déjeuner aussi que nous allons prendre, que cela nous fortifie et que tu continues aussi de bénir ceux et celles qui sont à la préparation de ces repas pour notre bien. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.